Bonjour à tous. Donc on va continuer cet après-midi avec un propos fait par Julie Hens sur la place de la recherche en ligne. Merci beaucoup. Alors, je vais effectivement vous parler de la recherche pendant la première année Covid. Certains d'entre vous ont déjà entendu une partie du topo. Je voulais d'abord remercier en fait le CNCR qui a été d'une grande aide pour la réalisation de tout ce travail, puisqu'en fait, ils nous ont fourni pas mal de données, je vous montrerai au fur et à mesure. Pour vous donner une idée de ce qu'est la recherche en MIR avant le Covid, pour avoir un point de comparaison, globalement, elle est généralement qualifiée d'excellente. Pourquoi elle est excellente? Déjà parce que la recherche française est qualifiée d'excellente. Et pour vous donner un exemple, entre 2011 et 2020, quand on recherche la discipline Critical Care Medicine, quand on collige tous les articles et revues qui sont publiés, on a plus de 60 000 documents qui ressortent au niveau mondial et la France est classée 6e. Les publications françaises sont globalement fortement citées, avec une augmentation sur la période plus récente 2016-2020 de ce qu'on appelle l'index de citation normalisé. Donc globalement, l'index de citation normalisé, pour faire très simple, c'est l'impact factor en l'occurrence du pays. Cette augmentation, en fait, s'est faite dans la plupart des disciplines. Donc finalement, on garde notre classement, on n'a pas particulièrement progressé. L'autre point important pour la recherche française, c'est que les publications sont vraiment faites dans des publications à fort impact factor, puisque plus de la moitié des articles sont publiés dans le premier quartile, dans le premier quartile de revue avec l'impact factor le plus haut. Les publications françaises sont généralement très citées et avec un fort index de spécialisation. L'index de spécialisation, en fait, si par exemple dans une discipline, prenons la réanimation, la moyenne, la proportion d'articles publiés par exemple de 2%, si la France fait 4% de publications en réanimation, on aura un index de spécialisation à 2, ce qui est à peu près notre cas. On a également un fort impact de citation, ça veut dire que les publications sont plutôt plus citées que la moyenne. Donc on est au même rang par exemple que le Canada ou l'Australie. Et puis quelque chose qui est notable, c'est comme vous pouvez le voir, les publications sont issues majoritairement des CHU, mais également des universités et de l'INSERM pour plus de la moitié des publications. Ce qui veut dire qu'en fait, les publications sont faites en collaboration étroite entre les universités, les CHU et les structures de recherche. Les soins critiques se distinguent également par la qualité des publications, comme je vous le disais. Et si on prend juste les 7 plus grandes revues de référence, eh bien, on a quasiment 5000 articles qui sont publiés sur une dizaine d'années. Donc là, la France est au 3e ou 4e rang mondial à égalité avec le Canada. Elle co-signe 22% des articles publiés entre 2016 et 2020. Et donc toujours la surspécialisation dans ce domaine-là. Les thématiques des publications françaises sont bien identifiées. On est très bon dans le sepsis, dans la ventilation mécanique, dans le syndrome de détresse respiratoire, dans l'arrêt cardiaque par exemple. Et globalement, on a 20% des publications mondiales les plus citées en soins critiques. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? Eh bien, pendant le Covid, on a essayé de s'adapter. Donc, pendant le Covid, déjà, si on reprend les mêmes chiffres, la France était classée 6e au niveau mondial, vous vous souvenez. Là, on est arrivé en volume de publication au 10e rang mondial. Globalement, on a un peu reculé, mais on a quand même gardé notre rang de classement. Et 3e rang mondial en termes de nombre de citations par article, comme le Royaume-Uni et l'Allemagne. Les soins critiques ont clairement été surreprésentés dans les publications qui ont été publiées, qui sont sorties pendant cette période-là, ce qui n'est pas très surprenant puisqu'on était une des principales disciplines concernées par la pandémie. Maintenant, quels sont le type d'études qui a été publié? Ça, c'est un document qui provient du CNCR. Comme vous pouvez le voir, il y avait 699 études qui ont été déclarées pour 2020. Sur ces 699 études, eh bien, il n'y en a que 206 interventionnelles, j'y reviendrai plus tard. Et comme vous pouvez le voir, la majorité des études sont promues par les établissements de santé. Une toute petite proportion sont académiques et encore un peu moins important sont des études promues par les industriels. Concernant l'étude que j'ai faite avec le CNCR,
En fait, on a tout d'abord fait un gros travail, enfin, j'ai fait un gros travail de recensement des MIR, hein, c'est quelque chose qui est finalement pas si simple. Donc, comment on trouve les MIR? Les MIR universitaires, c'est facile. Ce sont les listes du CNU notamment. Et puis après, ça devient plus compliqué. On a tous les membres du CEMIR, mais vous imaginez bien qu'il y a probablement plein de réanimateurs qui sont membres ni de l'un ni de l'autre. Donc tout cela, malheureusement, j'ai aucune visibilité sur ces MIR-là. Donc quand on recoupe CNU CEMIR, j'arrive à trouver 404 réanimateurs MIR. Parmi ces 404 MIR, il y en a 78 qui n'ont pas de publication sur la période d'études 2020, à cheval sur 2020-2021. Et donc, il me reste 326 praticiens MIR de CHU ou d'hôpitaux extra-universitaires. Et donc, on a comparé la période 2019 qu'on a considérée non Covid et 2020 Covid. Parmi les 326 praticiens MIR identifiés, il y en a 44 seulement qu'on a réussi à identifier dans les centres hospitaliers extra-universitaires. Alors, pour cela particulièrement, on a recensé 40 publications en 2020 contre 23 en 2019. Et puis, pour les publications MIR des CHU, on a 1047 publications en 2020 et 746 en 2019. Donc, globalement, des deux côtés, on voit une augmentation du nombre de publications. Quand on s'intéresse au type de journaux dans lesquels les articles ont été publiés, alors à gauche, sur le graphique de gauche, vous avez toutes les disciplines confondues des CHU. Sur le graphique de droite, vous avez la MIR dans les CHU. On n'a pas réussi à avoir ce type de données pour les centres hospitaliers extra-universitaires parce qu'en fait, il y a trop peu de publications et surtout, on n'a pas les données de toutes les disciplines. Comme vous pouvez le voir en comparant les deux barres, les barres 2 à 2 à chaque fois, vous voyez qu'il y a peu de différence en fait entre 2019 et 2020 en termes de rang de publication, c'est-à-dire que plus la publication est dans un rang proche de A, plus la qualité du journal, on va dire, est jugée importante. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour la MIR en 2020, 32% de nos publications sont publiées dans des journaux de rang A et 64% dans des journaux de rang A ou B. Donc, globalement, ce sont des excellentes publications. Quand on s'intéresse aux positions des auteurs MIR, quand on prend la meilleure place du MIR dans l'authorship, quand il y a plusieurs auteurs MIR, vous pouvez voir que le premier ou dernier auteur compte pour quasiment la moitié des publications. On a 44 publications et avec assez peu de variations finalement entre 2019 et 2020, puisqu'en 2019, on était à 53% des publications en premier ou dernier auteur. Un point qu'on peut noter quand même de façon assez intéressante, c'est qu'il y a 33% des publications qui sont faites par des MIR dans la catégorie investigateur, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas positionnés dans les auteurs référencés. Concernant le type de publication MIR, 2/3 des publications sont des articles originaux. La deuxième catégorie d'articles la plus souvent publiés sont les lettres. Et ensuite viennent les revues de la littérature. Il y a peu de différence entre 2019 et 2020, une discrète augmentation peut-être des articles originaux. Les publications sont généralement faites toujours dans le même type de revue entre 2019 et 2020, avec majoritairement des publications dans ICM, qui est un de nos principaux journaux de rang A, dans Annals of Intensive Care, Critical Care, Critical Care Medicine, et ainsi de suite, avec globalement un volume d'articles plus important, mais une répartition qui était similaire. Si on s'intéresse peut-être de façon plus anecdotique aux journaux de rang A+, il y a eu 10 publications dans des journaux de rang A+, donc voilà, c'est vraiment le top du top. En 2019, il y en a eu 21 en 2020, donc le nombre de publications a doublé, alors que le nombre de publications totales a été multiplié par un. Quand on s'intéresse au domaine plutôt de publication, évidemment, le domaine les principaux topics ont évidemment été un peu bouleversés par l'arrivée du Covid. Vous pouvez voir qu'en 2019, la principale thématique, c'était le sepsis suivi du SDRA, de l'arrêt cardiaque et des ECMO. En 2020, c'est forcément devenu le Covid en premier avec les pneumopathies virales et le SDRA. Et ensuite, on retrouve à peu près le même ordre qu'en 2020. Je vous disais tout à l'heure que les Français avaient plutôt des publications qui étaient plus citées que la moyenne mondiale. Donc
taux de publication avait été multiplié par un facteur 1,3 entre 2019 et 2020, alors qu'en fait, le nombre de publications, le nombre de citations pardon, de chaque publication avait doublé entre 2019 et 2020, et en moyenne, chaque publication a été citée 17,8 fois. Donc, ça veut dire qu'il y a des publications qui sont énormément citées, d'autres qui ne le sont pas du tout, mais en moyenne, ça fait quand même 17,8. Donc, globalement, on est bon en France. Oui, on est bon en recherche peut-être. On est bon en MIR, mais il y a quand même un certain nombre de commentaires à faire. Le premier des commentaires, c'est quand on compare la MIR versus la France, eh bien 55% des articles originaux Covid ont été publiés en France. 70% des articles étaient dans le top 0,1% et 49% dans le top 1% des papiers les plus cités. Quand on compare la MIR versus soins critiques, puisque la MIR est quand même une entité un petit peu particulière en France, soins critiques, on peut imaginer que si on n'est pas MIR, ben on est probablement MAR. Donc, quand on regarde l'activité des MIR versus soins critiques, eh bien, on a publié 58% des articles originaux Covid ou soins critiques en France, 100% des hot papers et 46% des papiers les plus cités dans le top 1%. Quand on fait la MIR en France versus les soins critiques dans le monde, comme je vous disais, il n'y a pas de MIR dans le monde, donc on fait soins critiques. La MIR en France a pesé pour 8% des articles originaux Covid ou soins critiques publiés dans le monde, et respectivement 9 et 10% des articles les plus cités dans le top 0,1 ou le top 1%. Donc, est-ce qu'on aurait pu mieux faire et est-ce qu'on fera mieux, surtout la prochaine fois? Est-ce qu'on aurait pu mieux faire? La première réponse est probablement oui. Est-ce qu'on fera mieux? J'espère. Alors, quelques éléments de réflexion. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y avait 699 études qui ont été déclarées en 2020. Sur ces 699 études, il y en a 206 seulement qui étaient interventionnelles. Parmi celles-là, on n'avait pas encore fait la distinction essai randomisé contrôlé ou pas. Donc, on a majoritairement des études qui ont été observationnelles, ce n'est pas surprenant. Elles étaient essentiellement monocentriques, avec peu de patients, avec peu ou pas de suivi, avec des biais, beaucoup d'improvisation. Et puis, on a un énorme décalage, vous allez le voir, entre la qualité des études et la qualité des journaux dans lesquels ça a été publié, c'est une évidence. Donc, pourquoi déjà tous ces défauts et tous ces biais, finalement, pour la publication des différentes études? En fait, je vous remets dans le contexte, mais 2020, on ne savait quand même pas grand-chose, on a découvert sur le tas. Il y avait un besoin urgent d'avoir des informations, de savoir quel était le pourcentage de patients qui présentaient des formes graves, quelle était leur évolution, etc. Donc, en gros, c'était important de publier assez rapidement les cohortes. Est-ce que les publications Covid sont liées à l'opportunité ou à l'opportunisme? J'ai tendance à pencher plutôt pour la deuxième proposition. Et je vais vous donner cet exemple que je connais bien, qui est publié dans le New England. C'est une étude observationnelle, multicentrique, qu'en temps normal, on aurait probablement peiné à faire classer dans la revue de médecine interne. Donc, les spécificités de la recherche Covid, c'est qu'on ne connaissait rien. Il nous fallait des informations, donc il fallait publier et faire part de l'expérience assez rapidement. La plupart des équipes, on en a parlé tout à l'heure, étaient passées, on va dire, en mode survie, c'est-à-dire on n'a pas abandonné la recherche, mais on essaie déjà de soigner les malades et ensuite on fait ce qu'on peut avec le reste du temps et de l'énergie. Il y a un autre paramètre qu'il ne faut pas oublier, c'est que le premier virus chinois et celui qu'on rencontre maintenant ont beaucoup évolué, et la symptomatologie clinique également. Donc, il y a une évolutivité dans le temps, une évolutivité évidemment des prises en charge et des thérapeutiques. Et je trouvais que le graphe en haut à droite est intéressant, c'est le nombre de mutations du virus en fonction du temps, et comme vous pouvez le voir, c'est exponentiel. Donc, la première question qu'on peut se poser, finalement, c'est toutes ces publications, très bien, ça nous a apporté des informations, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut en faire et comment on peut généraliser les résultats et comment on peut comparer finalement les différentes études en fonction de leur périodicité. Et là encore, je voudrais vous présenter un exemple tout à fait, un exemple qui m'est cher, qui est l'anticoagulation ou la gestion de l'hémostase chez ces patients-là.
vous vous souvenez que tout début mars, c'était des patients chez qui on ne mettait pas de corticoïdes, c'est arrivé un petit peu plus mi- ou fin mars. C'est des patients, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on intubait tous. Et puis c'est des patients qu'on prenait en charge comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils avaient une anticoagulation prophylactique tout à fait standard. Si on compare l'évolution dans le temps et particulièrement par exemple un an après, tous nos patients recevaient des corticoïdes, la plupart d'entre eux un traitement immunomodulateur. On essayait de ne pas les intuber ou les intuber quand vraiment il n'y avait plus le choix. Et puis la plupart d'entre nous s'étaient mis à faire de l'anticoagulation renforcée, voire franchement curative. Et donc la résultante de tout ça, c'est qu'on avait plus d'événements thrombotiques chez ces malades-là. Pourquoi en France, finalement, on n'a pas été si bon que ça? Je vais vous illustrer un exemple en prenant la cohorte de Covid-ICU et Covid-19 des Italiens. Donc, Covid-ICU, c'est une étude internationale qui a regroupé France, Belgique et Suisse, qui était prospective. Elle a inclus un peu plus de 4000 patients de réanimation entre février et mai 2020. Elle s'est intéressée aux facteurs de risque de mortalité chez ces patients-là et elle a été publiée dans Intensive Care Medicine avec un impact facteur A8 en janvier 2021. À côté de ça, ou en dessous plutôt de chez nous, les Italiens ont fait une cohorte rétrospective, 4000 patients, la même période, les mêmes objectifs, à savoir l'étude des facteurs de risque de mortalité. Ils l'ont publié dans le JAMA en octobre 2020, donc un petit peu plus tôt, et ils ont fait un petit peu mieux, avec une étude finalement qui méthodologiquement était probablement de moins bonne qualité. L'autre chose qu'il faut mettre en évidence, c'est un peu à l'instar de ce qui s'est passé finalement pour la prise en charge des patients au niveau clinique, on va dire. Est-ce qu'on est concurrent ou est-ce qu'on est allié? Et là, pareil, je vais vous donner deux exemples. Le grand essai européen Discovery promu par la France, qui s'est essentiellement caractérisé par une lenteur, pour être politiquement correct, des inclusions, une incapacité finalement d'arriver à convaincre nos voisins européens d'inclure les malades parce que probablement qu'on n'avait pas tout à fait utilisé les bons moyens. Et puis à côté de ça, vous avez Corimmuno, un essai promu par la PHP, mené par la PHP, qui a inclus extrêmement vite, qui a été d'une efficacité redoutable et qui, comme vous pouvez le voir, a abouti à un certain nombre de publications qui sont faites du tout à jour. Il y en a eu beaucoup plus depuis. Mais globalement, c'est vraiment l'exemple de l'efficacité de quelque chose qui a été conduit localement, peut-être dans un microcosme, et de l'inefficacité décisionnelle, on va dire, au niveau national. La recherche française a été mise à mal, elle a été mise à mal dans les médias, vous vous en souvenez, à peu près ça a commencé fin 2020, en fait, où vraiment on a commencé à avoir un regard critique sur la recherche française, particulièrement pendant le Covid. La recherche française, si je vous mettais en préambule, c'est l'excellence. Là, pour le coup, on n'a pas été excellent. Et qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas été excellent? En fait, ce qui a été mis en avant, c'est la faute de coopération, les faiblesses de la recherche française, le retard dans l'administration notamment. On va en rediscuter. Le manque d'investissement dans la recherche et donc globalement des échecs à pas mal de niveaux, notamment Pasteur et le vaccin. Donc le Covid a clairement révélé les faiblesses de la recherche française. Un des principaux éléments critiques qui a été mis en avant, c'était l'individualisme, comme je vous montrais tout à l'heure avec l'exemple de Corimmuno et de l'autre essai. Et donc, en fait, le ministère de la Santé a mandaté le professeur Rossignol pour faire un état des lieux et surtout pour comprendre pourquoi on n'avait pas été bon pendant cette période-là. Donc, dans ce qui a été souligné, c'était cet individualisme, mais dans les réponses qui ont été proposées pour essayer d'améliorer les choses, eh bien, la première grande mesure, ça a été la simplification des démarches et de la mise en œuvre de la recherche pendant la période de crise sanitaire. Et la mesure phare, actuellement, a été la mise en place d'un label de priorité nationale de recherche, d'une accélération des démarches, notamment auprès du CPP, pour ceux qui ont mené des études. Vous vous souvenez que d'habitude, pour avoir une autorisation d'un CPP, il faut entre 6 mois et 1 an en fonction des CPP, en fonction du moment de l'année. Là, on arrivait à avoir un CPP en l'espace de quelques semaines. Donc, maintenant, il va falloir qu'on fasse mieux déjà hors période pandémie. Et
puis qu'on fasse mieux la prochaine fois qu'on aura affaire à ce type de situation-là. Et la preuve que c'est possible, c'est qu'on a nos voisins européens qui ont fait beaucoup mieux. Donc, comment ils ont fait beaucoup mieux? Probablement avec un peu d'autoritarisme d'un certain côté, puisqu'il y a des pays pas très loin de chez nous dans lesquels on leur a imposé d'inclure les malades dans les essais cliniques. Mais de fait, il y a eu une force de frappe qui était beaucoup plus importante. L'AMIR, je pense que c'est dans la continuité des messages qui ont été délivrés ce matin. L'AMIR, c'est une ressource rare. On n'est pas très nombreux en France. Si on veut être visible, il faut qu'on travaille ensemble. Donc, globalement, on n'a pas été très bon, peut-être pendant le Covid. Probablement qu'on peut faire beaucoup mieux. Et pour faire mieux, la proposition que je vous donne, c'est certainement de mieux structurer la recherche MIR en France. Donc, déjà de la structurer au niveau national, ce qui augmenterait considérablement le potentiel d'inclusion, de travailler avec les principaux réseaux. Les principaux réseaux étant évidemment sous la responsabilité de certains leaders. Et tout ça va augmenter l'efficience de la recherche MIR en France. Donc la conclusion, c'est probablement qu'il faut mieux structurer la recherche MIR, qu'il faut travailler ensemble, ça c'est une certitude, et puis qu'il faut que la MIR devienne un acteur de la recherche au niveau international. Merci. Des questions? Non, justement, parce que moi, quand je vois à l'hôpital de Soissons, on voulait participer aux études, mais on voyait que personne ne sollicitait pour faire participer aux études de recherche, et que c'était encore plus gênant quand j'ai rempli le dossier de l'agrément pour avoir les internes face consolidation et l'approfondissement, ils nous demandaient de faire de la recherche pour pouvoir avoir ces internes. Donc, moi, je ne sais pas, pour les autres hôpitaux extra-universitaires, les gens sont contre, mais on est demandeurs plutôt. En fait, c'est ce que disait Julie, on ne se parle pas assez pour pouvoir faire des réseaux de recherche. J'ai peur que le topo suivant ne reprenne encore plus. On va voir ça. Julie, merci pour la présentation. Tu n'as pas abordé le problème, à mon sens, du personnel dédié à la recherche. Parce que tu l'as évoqué, tu as dit on était tous en train de s'occuper des malades. Et finalement, le problème aussi, c'est qu'il n'y avait personne pour, d'une part, peut-être signaler des malades qui avaient les critères d'inclusion et autres, et puis aussi renseigner. Enfin, nous, on a participé à Discovery. Je ne sais pas si certains ont rempli le ICRF de Discovery. C'était juste une horreur. Hein. Donc, pendant qu'on a 10 malades intubés ventilés qui arrivent tous les jours, c'est un peu compliqué. Comment tu vois la réponse par rapport à ça? Parce que finalement, je pense qu'il y a plein d'établissements ici ou de services dans lesquels il n'y a pas de personnel dédié à la recherche. Une excellente remarque. En fait, pour illustrer comment ça s'est passé chez nous, on a une équipe de 4 techs en temps normal. Enfin, en fait, quand la première vague de Covid est arrivée, la première chose qu'on a faite, c'est dire aux 4 techs de rentrer à la maison parce qu'ils étaient morts de trouille d'attraper le Covid dans un service de réanimation. Donc, le personnel de recherche, on l'avait. On l'a malencontreusement ou malheureusement renvoyé à la maison parce qu'on pensait même pas en avoir besoin finalement, puisque toutes nos études ont été arrêtées net. On avait de toute façon plus les patients à inclure. On leur disait, c'est simple, on va plus faire de recherche pendant quelques semaines, quelques mois. Et puis après, on a commencé à les faire revenir quand on s'est rendu compte qu'au contraire, il fallait commencer à se relancer dans ce travail-là de recherche. Mais peut-être que ça répondra aussi à Soissons et à d'autres structures extra-universitaires. Je pense que c'est très très bien de faire de la recherche, que généralement on commence avec les moyens du bord, c'est-à-dire la bonne volonté des docteurs, et puis l'énergie et le temps libre comme on peut, en plus de la charge clinique ou d'enseignement. Et puis peu à peu, au fur et à mesure qu'on va cumuler les inclusions dans les études, éventuellement on arrivera à trouver les financements pour le personnel de recherche dédié.
pense que tout au début, ça se fait encore beaucoup dans la souffrance. Moi, j'avais un commentaire. Nous, on n'a pas fait ce choix-là. On a fait le choix de continuer et de garder nos infirmières de recherche au moment dès la première vague. Il a fallu convaincre un peu la direction, mais qui finalement a vite compris et on ne regrette pas du tout. On a continué à inclure dans toutes les autres études quand les critères le permettaient, parce qu'en fait, les malades Covid, ils ont survécu grâce au progrès de la recherche non spécifique, si on peut dire, de réanimation, un petit volume courant, etc. Quoi, et donc, c'est un lieu de distinguer les Covid des non-Covid. Donc, ça, c'était juste un commentaire, mais je pense qu'il y a eu un peu les deux modèles qui ont existé. Dans les chiffres que tu as regardés sur la recherche dans les services extra-universitaires, moi, mon sentiment comme ça, c'est que les extra-universitaires de réanimation font plutôt beaucoup de recherches comparé à d'autres disciplines. Et quand on parlait des équipes dédiées, etc., je pense que dans beaucoup de centres hospitaliers, les embryons et les débuts d'équipes qui se sont constitués, c'est très souvent autour de la réanimation. Est-ce que tu as des chiffres là-dessus par rapport à d'autres disciplines? Non, par rapport à d'autres disciplines, en fait, on ne peut pas, enfin, le CNCR refuse de nous donner les données, les datas des autres disciplines. C'est une demande que l'on peut faire au nom du CNU ou au nom du Collège des enseignants, mais on ne peut pas la faire pour un autre. Ça, c'est la principale limite. La deuxième limite, comme je vous le disais, j'ai trouvé que 44 murs extra-universitaires. Rien que dans la salle, il y en a presque autant, je pense. C'est bien la preuve que la recherche n'est pas exhaustive, elle n'est pas du tout représentative. Je trouve les données intéressantes pour la mire du CHU, beaucoup moins pour la mire extra-universitaire, parce qu'il y a 90% probablement que je n'ai pas screené. D'où l'importance de l'inscription ordinale dans j'ai juste une remarque qui fera le lien avec la présentation de Frédéric. Dans les hôpitaux extra-U, ce qui va motiver le directeur à nous allouer des moyens, c'est d'avoir en regard des recettes qui vont permettre de financer ces moyens. Et moi, j'en veux pour preuve que dans le GHT où je travaille, on a obtenu un poste d'ARP supplémentaire parce que la production et les budgets allaient avec. La réforme des mairies va complètement à l'encontre de cette politique volontariste qui est de dire aux hôpitaux extra-universitaires, lancez-vous dans la recherche, c'est très important, vous en aurez des bénéfices. La recentralisation des moyens sur les grosses structures, et donc principalement les CHU et les centres de traitement de cancer, va faire que, de facto, sauf à mettre en place des moyens qui sont en train de se mettre en place à droite à gauche, on va voir disparaître tout un pan de la recherche des hôpitaux extra-universitaires. Ça va aller avec le topo suivant. Merci Julie. Avec Schengen, qui va nous parler du financement de mairie dans les hôpitaux extra-universitaires. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité pour casser un peu l'ambiance. Alors, je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre. Il faut que je partage l'écran. Voilà. Oui, donc je n'ai pas besoin de vous convaincre, je pense, de l'intérêt de faire de la recherche dans nos services extra-universitaires. On sait très bien que c'est un facteur d'attractivité majeur. On sait très bien aussi que de faire de la recherche, ça a un impact important sur la qualité des soins qu'on va délivrer aux patients. Et le troisième point qui me semble essentiel, et ça revient au topo précédent, c'est que dans les études, particulièrement les études épidémiologiques ou les études de pratique, de prise en charge des patients, et typiquement pendant le Covid, si le panel de patients inclus, ce ne sont que des patients qui ont été pris en charge dans les CHU, ça n'est pas du tout
le reflet de ce qui se passe en France. Et ça, on l'a vu même dans Covid ICU, quand on nous a demandé de recueillir des données. J'ai entendu Stéphane qui a dit, nous, on a fait le choix de garder notre infirmière de recherche. Moi, je n'ai pas eu le choix, et mon infirmière de recherche, elle a été soigner les Covid. Voilà, donc on a quand même participé à la Covid ICU, mais effectivement, c'est un biais très important, à mon sens, pour les résultats de ces études. Alors, pourquoi il faut vous parler de la réforme des mairies? Eh bien, parce que potentiellement, ça va avoir un impact très important sur les financements de la recherche dans les centres extra-universitaires. Ça ne marche plus pas, ok. Donc, juste pour vous rappeler ce que c'est que les mairies. Donc, les mairies, c'est le financement des missions à la fois de recherche, d'enseignement et d'innovation. C'est né au moment, alors je ne suis pas une spécialiste à 100%, hein, donc si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me contredire. Ça a été créé au moment de la T2A, et ça a eu quand même le mérite que ce soit un financement spécifique et que ce soit un financement sanctuarisé. C'est inclus dans ce qu'on appelle les MIGAC, c'est-à-dire les missions d'intérêt général. Et ce financement a été alloué initialement que au CHU et ça a évolué au cours des années. Ça a été après possible pour les CH et même pour les structures privées. Et donc, jusqu'à présent, l'idée était quand même d'étendre ces financements de la recherche. Alors, jusqu'en 2021, eh bien, c'était réparti comme ça, les mairies. Il y avait ce qu'on appelle un financement socle et un financement modulable. La dotation socle, elle comprenait 3 enveloppes qui étaient les publications, votre participation aux essais cliniques, que ce soit en termes de promotion ou en termes d'inclusion de patients dans des études multicentriques, et puis un nombre d'étudiants. Et donc, il y avait des indicateurs et tous les ans, les entités, on appelle ça, donc c'est soit des établissements de santé, soit des groupements de coopération, remplissaient ces questionnaires avec ces indicateurs, et pour bénéficier de ce financement socle, il fallait que votre activité corresponde à peu près, à au moins 250 000 euros. Et l'autre part du financement, c'est ce qu'on appelle la partie modulable. Et ça, c'est lié aux appels d'offres publics, c'est-à-dire tout ce qui est PHRC, les PHRIP, tous ces essais qui sont financés par le ministère et qui donc arrivent en plus comme financement. Et puis, dans la part modulable, il y a aussi tous les financements pour les structures que vous pouvez avoir éventuellement dans vos hôpitaux, qui sont les CRC, les DRCI, les CRB. Donc ça, c'était jusqu'en 2021. Et donc, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les mairies, c'est un gâteau qu'on se partage. Hein. C'est au prorata de l'activité. Donc, quand vous remplissez le questionnaire, vous atteignez vos 250 000 euros. Et donc, on va vous donner la part du gâteau qui, proportionnellement, va correspondre à 30% de l'activité de tout le monde dans le gâteau. Donc, pour un exemple, pour 2019, donc là, l'unité, c'est les milliards d'euros. Et au départ, hein, c'est l'ONDAM. Et justement, l'intérêt de ce type de financement, c'est que ça sort, c'est complètement séparé des financements pour le soin. Et donc, l'ONDAM donne une partie du financement aux établissements de santé. De là sont extraits les MIGAC. Et dans les MIGAC, il y a donc les mairies. Avec donc, la dotation socle, hein, vous voyez, c'est 1,6 milliard d'euros. Et puis la fameuse part variable qui va dépendre des essais qui sont financés, c'est 1,7 milliard d'euros. La dotation socle, elle est répartie donc, sur les publications, elle était répartie sur les publications, les essais cliniques et les étudiants, et vous voyez que la part des publications, c'est 60%. Donc c'est la grosse partie là, de cette dotation socle, et c'est surtout ça là, qui va changer avec la réforme. Alors, jusqu'à présent,
des mairies et l'organisation et le financement de tout ça faisait que le nombre d'entités qui recevaient des financements pour la recherche, l'enseignement et l'innovation, vous voyez, était croissant d'année en année, une augmentation significative, et tout le monde s'en félicitait, et tous les CH étaient très pro-recherche, et ça, effectivement, aidait beaucoup au développement de la recherche dans les CH. Et bien, tout ça, malheureusement, c'est fini. Et donc, vous avez en avril 2021 la réforme des mairies qui a été publiée. Je vous ai mis le lien du document du ministère qui essaie de justifier toute cette réforme. Je vous l'avoue, je n'ai rien compris à la justification. À mon sens, il y a un groupe de travail qui a bien sûr réfléchi beaucoup sur cette réforme. La seule chose qui transparaît d'assez clair, c'est qu'on veut arrêter le saupoudrage, c'est-à-dire de mettre un peu d'argent partout dans toutes les structures là, qui font de la recherche, et essayer plutôt de regrouper sur, vous appelez par leur nom, les CHU, alors que jusqu'à présent, c'était plutôt la démarche inverse qui avait été faite. Alors, dès la publication de cette réforme, vous voyez que les CH qui font de la recherche ou pas sont montés au créneau en disant cette réforme du financement de la recherche va conduire à l'arrêt de la recherche clinique dans de nombreux CH du fait de la disparition du soutien financier ministériel de la recherche. Et que ce n'est pas moi qui le dis. Voilà. Donc, effectivement, c'est important qu'on en parle parce que ça va avoir des conséquences importantes. Alors, c'est quoi cette réforme et qu'est-ce que ça a changé? Donc, ça, c'est le document du ministère, donc vous pouvez y avoir accès. Donc, dans l'ancien modèle, il y avait notre enveloppe socle, il y avait dans cette enveloppe les 3 sous-classes qui étaient réunies, publication, recherche-inclusion et enseignement. Ce qui va changer, c'est que maintenant, les 3 enveloppes sont séparées. Alors, je vais commencer par le point positif de cette réforme, parce qu'il y en a quand même un. C'est que pour l'enveloppe enseignement, il suffit que vous ayez un étudiant, on va y revenir, vous avez touché un financement. Ça, maintenant, c'est comme ça. Et puis, il va y avoir l'enveloppe publication et l'enveloppe recherche-inclusion. Ce qui est différent maintenant, c'est que vous pouvez toucher des sous pour l'enveloppe enseignement, mais pas forcément pour l'enveloppe publication. Donc, vous pouvez toucher des sous pour les 3 enveloppes, 1 sur 3, 2 sur 3, voilà, c'est complètement séparé. Mais vous voyez toujours que l'enveloppe publication, c'est 60% des financements. Et c'est ça qui va changer. Parce que c'est ça, là, il y a des gens qui ont réfléchi et qui parlent avec des percentiles et des seuils. Alors, c'est ça qui va changer. Donc, je vous ai dit, pour l'enseignement, eh bien, tout le monde va être bénéficiaire à partir du moment où on a au moins un étudiant. Et ce qui change énormément, c'est les publications. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous faites des publications que vous allez forcément toucher des sous, puisqu'il faut être au moins au 62,5e percentile pour arriver à avoir un financement pour les publications. Encore une fois, c'est un gâteau, tout ça. Voilà. Et pour les essais cliniques, c'est le 75e. Donc, si vous êtes en dessous, eh bien, vous ne toucherez rien. Alors, forcément, comme ça, c'est très abstrait. Et donc, si vous voulez toucher de l'argent pour vos publications, alors pas vous directement, parce que je vous rappelle que l'argent est versé à l'établissement de santé, ça n'arrive pas dans votre service. Comme on dit, en général, c'est pour financer la blanchisserie de l'hôpital et pas forcément votre recherche. Bon, voilà. Donc, il faut... Alors, les indicateurs, c'est sur 4 ans. C'est 800 sur 4 ans, et donc le 62,5e percentile, ça fait que vous devez avoir 102 publications sur 4 ans. C'est important. C'est même très très important pour un CH. Et donc ça va générer un problème important. Et ce qui va aussi poser problème, c'est maintenant comment on compte les points. Les SIGAPS. Alors, les SIGAPS, vous savez que ça dépend du niveau de la revue et puis après des auteurs, du nombre d'auteurs et de leur place.
Alors déjà, pour les revues, il y a une nouveauté, c'est qu'il y a une catégorie 1+, qui a été créée pour les grandes revues, Lancet, Nature, Science, le Mouvement, le Journal, le BMJ. Et ça, c'est un coefficient de 14. Et puis après, vous avez les classes, ça n'a pas changé, le A, c'est 2 points, le B, c'est 6, etc. L'autre point qui peut être positif, alors ça dépend de l'activité de votre hôpital, mais les sciences sociales vont être intégrées dans les SIGAP. Jusqu'à présent, les revues des sciences sociales n'étaient pas valorisées dans les SIGAP. Et alors, c'est là le clou de la réforme, c'est les auteurs. Donc, les auteurs, il y avait jusqu'à présent, ça va être toujours le cas, mais ça ne va pas être compté tout à fait pareil, il y avait des points en fonction du rang des auteurs. Donc, le premier auteur, c'était un facteur 4, le deuxième 3, le troisième 2, l'avant-dernier 3, le dernier 4, et puis il y avait ce que j'appelle en général la mêlée de rugby au milieu, où c'est 1 point par auteur. Et la chose essentielle pour nous jusqu'à présent, c'était que les investigateurs, ça comptait 1 point. Et là, les investigateurs sont retirés. Donc, toutes les études multicentriques de la MIR française à laquelle vous participez pour recueillir des données, maintenant c'est 0. C'est 0. Voilà. Donc, c'est quand même un petit problème. Ça n'est pas que ça, parce que ça s'aggrave. Ça s'aggrave parce que maintenant, il y a le calcul en compte fractionnaire. Alors, attention, calcul en compte fractionnaire. Jusqu'à présent, dans une publication, plus vous aviez d'auteurs, plus la publication vous rapportait de points. Et maintenant, c'est l'inverse. Parce que maintenant, alors je vous donne l'exemple, voilà. C'est l'exemple qu'il y a dans le truc du ministère. Donc en fait, maintenant, vous avez toujours donc, votre revue là, de rang A, ça fait 10 points. Et si vous avez 6 auteurs, vous faites le score de vos 6 auteurs. Donc 4 points pour le premier, 3 points pour le deuxième, etc. Et donc vous avez 15 points là, dans cet exemple-là. Et donc maintenant, vous divisez par 15. C'est-à-dire que vous avez ici le calcul avant et après ici. Donc avant, le premier auteur, ça faisait 4 x 8, ça faisait 32. Et maintenant, c'est 4 divisé par 15. C'est-à-dire que le facteur est divisé par le nombre d'auteurs. Bon, donc, on n'entre pas dans les détails. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est beaucoup d'auteurs du même établissement. Voilà. Donc pour la recherche multicentrique, c'est un problème. Alors, autre petit changement, c'est les essais, les SIGRET. Ça, c'est les points que vous avez quand vous incluez les patients dans des essais cliniques. Jusqu'à présent, toutes les catégories de recherche étaient valorisées de la même manière. Ça change. Alors, ça change aussi pour l'AMI en général, parce que bien sûr, c'est un peu intuitif, les essais qui vont recevoir le plus de points, c'est les essais de phase 1 et 2 multicentriques. Les phases 1 et 2 en animation, on n'en fait pas énormément. Donc là, on ne va pas rapporter grand-chose. Les soins courants, c'est financé. Par contre, j'ai posé la question, et ça, c'est quelque chose que j'ignorais. Tout ce qui est recherche sur données ne sont pas pris en compte, mais n'étaient déjà pas pris en compte dans les calculs. C'est ce que m'ont dit les responsables de mon CRC. Donc ça aussi, c'est un problème vu le genre de recherche qu'on fait en MIR. Alors là, je me suis arrêtée là, j'ai pas essayé de comprendre. Parce que là, le mode de calcul pour les inclusions dans les essais a changé. Et donc, je vous laisse, voilà, vous m'expliquerez parce que je ne sais pas si ça fait mieux, moins bien, plus ou moins, mais voilà, ça a changé. Donc, c'est plus la racine carrée, mais je trouve que non. Bon, donc, en tous les cas, les CH, quand ils ont vu la réforme arriver, ont dit oh là, ça va nous pénaliser, c'est évident. Et donc, effectivement, voilà ce qui se passe. Quand il y a 58 établissements qui ont un impact négatif financier, avec cette réforme, eh bien, 72% sont des CHG, il y en a 110 qui ont un impact positif, et 28% sont des CHG.
Et l'impact, il va surtout dépendre si les crédits recherche que vous aviez étaient essentiellement liés à des publications, parce que là, ça risque effectivement de vous impacter beaucoup. Et donc, ça, c'est une tribune qui est sortie le 13 mai, hein, donc c'est tout récent, où il y a 10 centres hospitaliers qui créent un réseau de recherche et d'innovation. Parce que là, c'est clair que les CH, il va falloir qu'on soit solidaires et qu'on s'aide les uns les autres pour déjà convaincre tout le monde que, et surtout les CHU. On ne fera pas les CHU qui n'ont pas de faire de recherche si les CH n'incluent pas leurs patients, c'est évident. Pour l'avenir, ça va être un impact énorme parce qu'on fait beaucoup d'essais multicentriques. Comme on vient de le dire, dans les CH en MIR, il y a beaucoup d'activités de recherche. Si ça n'importe rien, moi, je vais avoir du mal à aller convaincre ma direction de me laisser mon infirmière de recherche dans le service. Ça va être quand même compliqué. Donc voilà cette réforme. Et je pense qu'il faut que les CHU nous aident là. Mais j'ai bien compris que c'est surtout les CHU qui veulent la réforme. Ça va être compliqué. Frédéric, merci beaucoup pour cette clarté dans cet imbroglio absolument incompréhensible. J'ai fait un effort, hein. Oui, Je me suis fait aider. Très bien. D'ores et déjà, effectivement, je pense qu'il y a un certain nombre de centres qui ont réfléchi à ces choses-là. Il faut savoir que l'impact, il est déjà dès cette année, hein, puisque la réforme est rentrée en vigueur, et que pour éviter que l'impact soit trop brutal, les établissements qui ne pouvaient plus prétendre au financement ont eu une baisse que de 20% cette année par rapport au financement de l'année précédente. Ce sera, je crois, 50% l'année prochaine. Et en gros, dans 4 ans, ce sera 0. Et dans 4 ans, le seuil de publication, ce ne sera pas 102 sur 4 ans, mais 200 sur 4 ans. Ça veut dire que là, il n'y aura quasiment plus aucun CH. Donc nous, dans les Hauts-de-France, il y a un groupe qui fédère la recherche des hôpitaux extra-universitaires avec le CHU. Et ils ont fait la démarche de proposer une entité fusionnée qui va bientôt voir le jour, où l'ensemble des hôpitaux qui adhèrent à ce groupement de recherche régionale va regrouper ces données avec celles du CHU et sous l'effet d'un calcul très précis des rebasculements des fonds, on va pouvoir continuer à toucher par ce biais-là. Donc j'engage tous les centres à passer par ce genre de choses ou alors des regroupements. J'avais donné des idées de solutions. Alors qu'on avait déjà mis en place quand la barre des 250 000 € était arrivée pour le financement socle, par exemple. Donc j'ai acheté avec un CH qui est de Saint-Georges, qui avait une activité de recherche mais qui n'atteignait pas la barre, et donc on s'est regroupé. Alors après, quand on fait des regroupements, la question qui se pose, c'est comment on reventile. Donc on reventile avec les mêmes règles, en fait, avec les mêmes indicateurs. Permet d'éviter toute discussion. Parce qu'il faut qu'on reste séparés, parce que vous savez que c'est 2 entités juridiques différentes, 2 hôpitaux, c'est séparé. Alors, effectivement, il y a des groupements qui sont en train de se mettre en place. De ce qu'on m'a dit, c'est que là, tout ce qui est groupement vient d'être bloqué. Voilà. Donc là, c'est ce qu'ils cherchent. Oui, non, mais c'est... Voilà. Donc, effectivement, c'est la solution, hein, et la solution, c'est de se regrouper, alors particulièrement avec son CHU du GHT, mais c'est pas simple, parce qu'après, il y a la reventilation. Hein. Non, effectivement, une des solutions, c'est de se regrouper. Bon, si on donne la vision de l'autre bout de la lorgnette des CHU, c'est sûr hein, qu'il y a eu un poussé dans ce sens-là vers la réforme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à activité de recherche stable, plutôt croissante globalement, la courbe que tu montrais sur le nombre d'établissements émergents faisait que les CHU, en gros, voyaient chaque année leur dotation diminuer. Quoi. Voilà. Et donc, eux étaient à l'inverse confrontés à une situation de ciseaux, c'est-à-dire de plus en plus de dépenses et un financement à la baisse. Alors, la solution apportée n'est pas la bonne. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Après, je n'avais pas notion que les regroupements étaient bloqués
quelque sorte. A priori, c'est quand même ça la réponse logique, c'est de se regrouper. Ça fait sens un peu de ne pas saupoudrer à l'excès. Après, c'est là où est-ce qu'on met le curseur, quoi. C'est toujours un peu ça. Oui, mais le curseur, là, sur les publications, c'est très haut. Là, on se retrouve avec un paradoxe énorme. C'est-à-dire que les privés, qui, eux, ont eu accès aux mairies plus récemment, eux, ils sont d'emblée regroupés. Et les privés vont toucher plus que les CH. Non, mais voilà, donc il y a un moment. Voilà. Et puis, il faut clarifier les règles de publication dans ces cas-là. Parce que oui, quand c'est ça va être Stéphane Hermann qui va publier une étude sociocentrique et met 6 personnes de son service, alors que les services ne sont pas cités, ça va poser problème. Non, mais oui, il va falloir jouer le jeu aussi. C'est certain. Il y a aussi une inflation des listes d'investigateurs, etc. À un moment, non, mais c'est ce qui est opposé aussi. Ils le disent. Avant, c'était plus on mettait le monde dans la publication, plus ça faisait de points pour la publication. Alors, parce qu'il y a eu des excès, maintenant, on en arrive. Mais Béthune, j'ai regardé, vous êtes dans les 10 premiers non financés, là, vous ne passez pas la barre. C'est pour ça qu'on était Oui, sur ce sujet et qu'on a travaillé pour il y a Cholet aussi. Non, oui, il y a Cholet aussi qui est juste au dessous de la barre. De l'autre côté, si vous voulez être en haut à droite des publications scientifiques, il faut avoir des notes décentriques avec beaucoup de malades. Et voilà. Je ne sais pas, etc. Je vais juste dire que la réforme qui avait pour but d'augmenter, on va dire, le potentiel de la France dans les publications internationales, elle est partie pour aboutir au fait que les centres hospitaliers non universitaires n'auront plus d'équipe de recherche, donc ne pourront plus inclure de malades, et donc matériellement, ça va faire descendre notre rang au niveau international. Soit on se regroupe pour allier aux effets de la réforme, et en fait, on aboutit à ce qui existait avant. Les CHU vont à nouveau dire « Ah, mais tout le monde maintenant a une part du gâteau, ça ne sert à rien, et nous, on ne peut pas continuer de publier. » Donc, en fait, on a fait une réforme pour complexifier et puis retrouver la situation d'avant. Soit on décide qu'il y a un certain nombre d'hôpitaux qui ne devraient plus toucher d'argent. En fait, 62,5e percentile, ça veut dire que matériellement, quel que soit le niveau de publication, il y a 38 qui sont écartés. 10%. Quel que soit, si tu te regroupes, quoi que tu fasses, même en te regroupant, un peu plus d'un tiers des gens seront, avec tous les regroupements que vous voulez, écartés. Ah, mais ça, on est d'accord. Maintenant, moi ma question, c'est, bon, la réforme, elle est là. Voilà. Moi, personnellement, je pense que pour notre discipline, pour la médecine intensive de réanimation, ça a un impact très important vu le type de recherche que parce qu'on fait énormément de recherche médico-centrique. Énormément de recherche hors CHU. Parce que quand même, les CH, on a beaucoup de centres qui participent aux essais médico-centriques. Et il y a un moment, il va falloir que ça joue le jeu des deux côtés. Ça, c'est un peu ce que disait Caldoun. Je ne sais pas quel va être, entre guillemets, le retour sur investissement, mais ça va être une question à se poser, quoi. Point important, pour les regroupements, on ne pourra toucher et redistribuer que la part publication. Pour la plupart, parce qu'on ne peut toucher sur la part promotion-investigation que sur l'un des deux tableaux. Donc, si on se regroupe avec le CHU, qui sera promoteur d'une majorité des études, les centres investigateurs ne toucheront rien, puisque c'est le CHU qui touchera la promotion et l'exposition. Donc, on perd quand même 15% de financement, malgré ce regroupement, pour toutes les études auxquelles on ne participe pas avec le CHU, sauf à ne plus participer à aucune étude du CHU. Alors, juste pour la promotion de ce que j'ai compris, comme c'est des entités juridiques différentes, pour la promotion. L'entité fusionnée serait l'entité juridique. Oui, alors c'est ça qui a été bloqué. C'est ça qui a été bloqué. De faire une entité juridique commune, c'est ça qui a été bloqué. Dans la réflexion pour avancer sur la solution, il faut dissocier le problème purement financier, un vrai enjeu pour les moyens sur le terrain, etc., de la problématique scientifique. Il faut chercher à traiter les deux. Je m'explique. Quand on est dans une logique purement financière, je ne suis pas spécialiste, mais enfin, on pourrait imaginer
des reversements sous quelque forme que ce soit contractualisés entre CHU et CH dans le cadre de partenariats qui seraient en dehors de ce texte. C'est-à-dire, je sous-traite la recherche, entre guillemets, c'est-à-dire que tu inclus 100 malades, tu touches 1 euro par malade inclus. Il n'y a plus du tout de reconnaissance scientifique, mais on peut s'y retrouver en termes d'argent. Donc, il va y avoir une réflexion aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire si on veut être dans les publications et avoir le retour sur investissement et les moyens de la recherche, ce n'est pas la même chose que si on veut juste avoir les moyens de la recherche et puis qu'on se dit, bon, après tout, je suis dans un CH, je ne suis pas sur la liste des auteurs, ce n'est pas grave. Finalement, c'est si on, vous voyez, enfin, je ne sais pas si je suis clair, mais il va y avoir une réflexion à ce niveau-là, obligatoirement. Oui, mais enfin, ce qui est aussi attractif dans la recherche, c'est de pouvoir en faire soi-même et être à l'initiative aussi d'eux. Là, si tu n'as plus de structure de recherche financée, c'est terminé. Oui, non, mais c'est pour ça que dans la réflexion, il faut savoir ce qu'on veut. Et pour les CH, encore une fois, je l'aurais dit, vous savez tous que l'argent n'arrive pas dans le service, mais c'est des revenus très, très importants. Ça, elles ne sont pas du tout négligeables. Ils le savent bien, hein, les directeurs. Merci. Thierry Goulin d'Orléans va parler de recherche avec Stroil dans ce contexte difficile.